C'est bon. Là, normalement, tout est nickel. Alors, Valérie, hein, je te Donc, effectivement, pour optimiser ces contenus sur les formations, notamment des formations en ligne, donc le grand défi qu'on va rencontrer, effectivement, c'est au sujet de l'engagement des apprenants. Donc, effectivement, une formation en ligne, ben, tout le monde sait ce que c'est-à-dire cette formation, on peut apprendre à son rythme, de n'importe où, n'importe quand. Mais effectivement, ce qu'on rencontre, du coup, comme problématique, c'est effectivement l'engagement des apprenants. C'est-à-dire qu'ils aillent jusqu'à la fin de leur cours. Donc, du coup, ce qu'on va essayer, enfin, ce qu'on va donner comme bonne pratique, en tout cas, c'est une pratique sur les dispositifs qui vont entourer et encourager l'engagement des apprenants. Donc, en premier point, on va voir comment placer l'apprenant au cœur de la formation, au cœur de ce dispositif, effectivement. En deux temps, on va voir comment créer un contenu engageant. Et puis, en troisième temps, on va voir le feedback, un élément très, très important, le retour, effectivement, avec l'apprenant. Alors, donc, comme l'a dit Valérie, donc, notre premier point donc, sera l'intérêt de placer l'apprenant au cœur de la formation, mais avant tout, pourquoi il faut placer l'apprenant au cœur de la formation? Tout simplement parce que c'est eux qui vont suivre les formations que vous allez leur proposer. Donc, il faut se mettre à la place de l'apprenant pour justement lui proposer une expérience qu'il va retenir de façon positive, idéalement. Voilà, faire en sorte que son expérience, vraiment, qu'à la fin de la formation, qu'il ait vraiment retenu quelque chose et limite qu'il en parle à ses amis, on va dire. Et lui donner envie de continuer surtout. Donc, d'où l'intérêt de placer l'apprenant au cœur de même la conception de la formation, donc avant même de créer la formation. Il y a différents moyens de centrer justement l'apprenant au cœur de la formation. La première chose, c'est de faire participer les apprenants au processus de conception. Par exemple, moi, j'ai été ingénieur pédagogique pendant un an, je suis un éditeur de logiciels. Et la méthode que j'ai adoptée, c'est d'aller voir directement le public, en l'occurrence des développeurs, par exemple. Donc, j'allais les voir, notamment les managers des développeurs, pour justement leur demander quels seraient les thèmes qu'ils aimeraient aborder, afin de proposer des formations qui intéresseraient déjà les apprenants parce que ce sont des thèmes que les managers estiment qu'il faudrait qu'ils apprennent, qu'ils comprennent, et aussi travailler avec eux pour aussi adapter leur langage, tout simplement adapter leur langage pour faire en sorte que ce soit une formation qui leur parle, une formation qui va répondre à une problématique qu'ils connaissent, une problématique qu'ils ont déjà vécue ou qu'ils seront amenés à vivre. Voilà, faire en sorte que ce soit un parcours personnalisé, un parcours ciblé afin que l'apprenant puisse se reconnaître dedans et se dire ah cool, ben, ça c'est un parcours qui ne s'adresse pas à tout le monde, c'est pour moi, je me sens privilégié, tout ça. Donc d'où l'intérêt de personnaliser les parcours. On peut personnaliser les parcours de plusieurs façons, donc par cible, par langage, mais aussi par niveau. L'intérêt en fait de jauger le niveau d'une formation, c'est que on aura des formations où avec un niveau, on va dire intermédiaire, donc qui peut s'adresser un peu à tout le monde, selon le thème en tout cas. Une formation dev ne va pas forcément s'adresser à quelqu'un de l'administration ou un RH. Mais si on parle de formation sécurité par exemple, avec un niveau intermédiaire, là ça peut parler à tout le monde. Par contre, si on parle sur un thème spécifique comme HTML, CSS, etc., là, le niveau de la formation aura une importance. Si on part sur une formation avec un niveau facile, l'apprenant qui est expert en la matière, lui, il risque de s'ennuyer. Et donc, son expérience, je parle comme un canin, pardon, l'expert, voilà, donc la personne qui a déjà un certain vécu dans le domaine, risque de s'ennuyer et son expérience sera pas fameuse. Et à contrario, si le niveau est trop dur pour l'apprenant qui débute, il risque d'abandonner. Donc, d'où l'intérêt en fait vraiment de savoir à qui on parle, que ce soit au niveau du métier ou au niveau du niveau, justement pour que l'expérience soit la plus efficace possible. Mais je veux rebondir, Cédric, sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est effectivement, on est parti d'un dispositif centré sur le contenu, un dispositif centré sur l'apprenant. Donc, l'apprenant est vraiment la clé, c'est lui qui va être l'acteur de la formation. Donc, c'est important
de prioriser dans son action de formation, dans son dispositif. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Donc, il existe différents moyens, différents outils. On peut faire des sondages auprès de ces apprenants pour leur demander quel type de compétences, mais toujours des compétences qui sont liées à leur métier. Parce qu'effectivement, l'apprenant va aussi avoir l'intérêt par rapport à son métier. Quelle formation il va faire, qu'est-ce que ça va lui apporter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'entreprise aussi communique dessus. Tout à fait. Sans communication, il y a peu de chances que l'apprenant, on va dire, ait envie de faire la formation. Mais déjà, à partir du moment où il y a une certaine communication, où l'apprenant a déjà accès à la formation, voilà, pour lui donner envie, je parlais de parcours personnalisé tout à l'heure, il faut lui décrire un problème, une situation qu'il a déjà vécue, qu'il ou elle a déjà vécue, afin qu'il puisse se reconnaître et se retransposer, on va dire, dans une situation pour mieux l'imaginer et mieux, comment dire, mieux accepter, on va dire, les solutions qu'on lui apporte, tout simplement. Mais tu as raison, et là-dessus, effectivement, je vais rebondir. On peut aussi faire des quiz ou encore des sondages pour connaître à peu près le niveau de ces apprenants, pour effectivement pas passer à côté, parce qu'effectivement, ça dépend si on est expert ou si on est débutant, c'est pas le même niveau de formation. Donc, effectivement, on peut commencer dans une formation par une initialisation, puis aller au niveau d'expertise. Et effectivement, laisser l'apprenant aussi être autonome et choisir lui-même dans quel module il va aller. Tout à fait. Et excuse-moi Cédric, j'ai oublié que tu repasses aussi sur la… Pas de souci. Les aléas du direct. Sur informer l'apprenant. Donc par rapport à tout ce qu'elle t'a dit aussi, je voulais rebondir. Donc je voulais rebondir effectivement sur le fait qu'il est extrêmement important de donner toutes les informations à l'apprenant pour que l'apprenant se sente investi et qu'il sache quel type de formation il va avoir, quelles sont les compétences qu'il va acquérir, quels sont les objectifs pédagogiques, la durée de la formation, le nombre de vidéos. Enfin, tout ça, c'est important pour qu'il puisse s'immerger et comprendre quel type de formation il va faire, s'il y a une certification aussi à la fin. Enfin, tout ça, c'est des informations importantes. Et deuxième axe aussi, c'est très, très important aussi d'intégrer l'information dans une stratégie de communication de l'entreprise. Trop souvent, on voit des entreprises effectivement qui ne communiquent pas les formations qu'elles ont créées à leurs apprenants, et faute, parce que sinon l'apprenant ne peut pas s'investir, ne peut pas s'engager dans cette formation. Donc c'est très très important aussi de savoir, et que l'apprenant doit savoir aussi non seulement pourquoi il fait cette formation, mais aussi ce que ça apporte à l'entreprise. Donc l'entreprise doit être aussi transparente aussi par rapport à ça. Chacun peut être gagnant des deux côtés du coup. Sachant que souvent, les entreprises qui ont une pratique, on va dire, de la formation en interne, c'est surtout pour gagner en productivité, gagner aussi, ne pas forcément avoir besoin de recruter d'autres personnes pour le secteur clé, mais plutôt de capitaliser sur l'effectif qu'ils ont déjà. Et ça, c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés. Comment on peut engager un peu plus l'intérêt des apprenants lors des formations? Je te laisse continuer, Valérie. Merci Cédric. Oui, donc troisième axe aussi qui est extrêmement important aussi, c'est ce qu'on appelle la formation par projet. Donc la formation par projet aussi, là on est dans de la pédagogie active, c'est-à-dire qu'on va mettre l'apprenant dans un processus où il va résoudre des problèmes, des problématiques. Donc là aussi, c'est une manière de l'engager un petit peu plus. Alors ça aussi, ça rentre dans le dispositif, parce que c'est quelque chose qui se prévoit au début de la formation. Donc nous, par exemple, ça interfère aussi sur la motivation. Par exemple, on peut imaginer faire travailler nous on a vu comme objectif, par exemple, de faire travailler sur une formation de marketing digital. Et du coup, dans une entreprise, on peut imaginer de faire un projet, de faire travailler des commerciaux, des communicants, des personnes qui travaillent au marketing. Et donc, toutes ces personnes-là vont avoir un projet en commun et elles vont essayer de parler le même langage. Et du coup, ça permet aussi de développer ce que les entreprises sont très friandes en ce moment, c'est-à-dire les soft skills. C'est-à-dire que ça ne peut pas seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences de savoir-être. Donc, effectivement, tout ce qui est de la coopération, la créativité, l'empathie, le savoir travailler ensemble. Donc ça, c'est un axe aussi qui est très, très important. Donc, tout ce que vient de décrire Valérie, tout ça, on peut aussi rentrer toutes ces notions dans un thème, à savoir l'interaction, qu'on va aborder un peu plus tard dans ce webinaire. De façon plus concrète, comment on peut créer un contenu engageant, donc justement via l'interaction, qu'on peut introduire de plusieurs façons. Mais avant de
partir sur cette partie, de partir sur la notion d'interaction, il faut d'abord comprendre ce qu'est la différence entre un expert de contenu et euh, pardon, pardon, et un concepteur pédagogique, tout à fait. Merci d'être là. Voilà, un concepteur pédagogique. En fait, ces deux typologies d'experts se complètent quand on crée une formation. L'expert de contenu, en général, c'est celui qui a toute une base de données avec des images, des films, etc. Comme son nom l'indique, c'est un expert de contenu. Il est censé mettre à disposition du concepteur pédagogique tout un tas d'éléments que celui-ci va agencer afin de proposer une formation, la formation la plus adéquate, la plus logique aux apprenants, en fonction des cibles, forcément. L'expert de contenu, il arrive en fait que dans certaines entreprises, l'expert de contenu fasse office aussi d'expert, de concepteur pédagogique. Or, c'est deux métiers, on va dire, différents. Ils se complètent, mais ils sont différents. Souvent, l'expert pédagogique, pardon, l'expert de contenu, c'est quelqu'un, en effet, qui a déjà sa base de données et qui aura tendance à vouloir peut-être tout montrer. Donc, ça veut dire que dans les formations qu'il va créer, il risque d'être exhaustif et ce qui, malheureusement, va contribuer à perdre le sujet final de la formation. Donc, il y aura tout un tas d'éléments dans la formation. L'apprenant, lui, il va peut-être se dire oh là, il y a beaucoup d'informations, je dois tout retenir et du coup, ça va peut-être générer du stress. Ceux qui retiennent tout, banco, hein, moi, ça n'arrive pas en tout cas. En tout cas, voilà, et ça peut générer du stress et donc de l'abandon. Et contrairement au travail d'expert de contenu, le concepteur pédagogique, lui, il aura une action un peu plus pédagogique, on va chercher loin comme mot, où en fait, il va essayer d'agencer tout ça, toutes les informations, tout le contenu que pourra lui donner l'expert et faire en sorte que tout ça réponde aux notions que la formation est censée délivrer une fois qu'on en est à la fin et faire en sorte que ce soit une formation efficace, tout simplement. Il faut que ça suive un fil conducteur. Il ne faut pas se perdre en chemin, faire plusieurs détours. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Voilà, sans être le plus exhaustif, contrairement à l'expert de contenu. Comment ils vont procéder? Il y a différentes méthodes. La méthode la plus classique, c'est la méthode affirmative, où voilà, on va exposer des faits. Donc, A égale ça, B égale ça, et à la fin, on a peut-être un quiz pour vérifier que les apprenants aient bien retenu certaines notions. Donc ça, c'est la méthode classique. Souvent, c'est juste des quick learning où on va exposer des définitions, etc. Et là, clairement, il n'y a pas d'interaction. Si en plus à la fin, il y a déjà un minimum d'interaction, mais là encore, on est sur un apprenant qui sera passif face à son écran, par exemple, ou dans un amphi aussi, qui peut être passif et qui va juste se contenter de prendre des notes et essayer de retenir la plupart. C'est une méthode, on va dire, qui, notamment avec les générations, ma génération par exemple, qui est de moins en moins efficace. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'interactivité, il faut vraiment de l'action. Sinon on s'ennuie. D'où l'intérêt justement d'adopter des méthodes un peu plus actives comme l'interrogative inversée, l'active démonstrative. Donc ce sont trois méthodes qui là sur le schéma sont distinctes, mais ce sont trois schémas qui peuvent se compléter. Par exemple, l'interrogative inversée, ça va être une méthode où, imaginez un test de positionnement où vous allez poser des questions à un apprenant pour justement vérifier ses acquis, vérifier ses connaissances et ensuite le rediriger peut-être vers une formation selon son niveau. Donc là, déjà, le fait de lui poser des questions pour vérifier ses connaissances, quitte à lui donner ensuite des réponses après, c'est déjà une méthode qui va fonctionner un peu plus. Pourquoi? Parce que l'apprenant, lui, il va devoir réfléchir beaucoup plus que s'il avait déjà vu les informations avant pour justement ne pas se foirer. Parce que c'est qui aime avoir des mauvaises réponses? Pas moi en tout cas. Donc, il va réfléchir un peu plus et pour pouvoir répondre convenablement aux questions. Donc, la méthode interrogative inversée peut se coupler avec la méthode active où on va mettre l'apprenant en mise en situation, où on va lui donner à imaginer une mise en situation.
Par exemple, quand j'étais ingénieur pédagogique, j'avais créé une formation pour les RH. Donc là encore, j'avais travaillé en concert avec les RH pour justement comprendre, un, leur langage et deux, avoir des exemples de situations pour bien comprendre les problématiques auxquelles elles étaient confrontées, tout à fait. Euh, donc la mise en situation, par exemple, ça peut être des vidéos que vous allez intégrer dans vos formations, des vidéos peut-être sous forme de sketch ou peut-être sous forme de publicité. Donc ils vont montrer une situation spécifique. Et à la fin, ce que vous pouvez faire après ces vidéos, c'est couper en fait la fin de la vidéo et poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer après? Et donc là, l'apprenant, lui, il a déjà vu une mise en situation où il voit très bien la scène. Donc là, il n'interprète rien du tout. Il a une scène spécifique qu'il visionne. Et donc là, derrière, il doit, selon lui, en tout cas, choisir quelle serait la fin de la vidéo, la fin idéale de la vidéo. Et tout ça, en fait, ça crée de l'interactivité, je l'ai déjà dit, mais aussi va donner à réfléchir à l'apprenant sur OK, je comprends mieux pourquoi cette formation, je comprends mieux pourquoi je dois réaliser cette formation. Je n'avais pas pensé à une telle fin, par exemple, tout simplement. Donc ça, c'est la méthode active. À côté, on a la méthode démonstrative, où là encore, imaginez peut-être un chirurgien, tout simplement. Un chirurgien avec ses étudiants qui va donc montrer comment opérer tel cas et à la fin, ce sera à l'apprenant de copier son professeur pour essayer de faire pareil, sinon mieux. Sinon mieux, c'est chaud, mais en tout cas, sinon mieux en tout cas. Et voilà. Et ouais, on sait jamais, il y a peut-être des prodiges. Donc voilà, en gros, dans ces trois cas-là, l'apprenant, lui, il n'est pas juste passif. Il apprend. Il apprend en pratiquant, il apprend en réfléchissant. Ces trois cas, on peut aussi le retrouver dans la dernière méthode, présentiel augmenté. Qu'est-ce que c'est un présentiel augmenté? C'est tout simplement un présentiel classique, donc on est dans une salle, etc., ou dans laquelle, en fait, on va injecter du numérique. Donc, on peut parler à ce moment peut-être de blended learning, où, en gros, vous aurez un présentiel dans lequel vous allez inviter les apprenants à réaliser un e-learning, soit en équipe, soit en concurrence les uns avec les autres. Donc déjà, ça va créer du challenge entre les apprenants qui forcément vont vouloir être meilleurs que les autres, ou du moins ou des équipes d'apprenants être meilleures que les autres équipes d'apprenants. Et voilà, tout ça, en fait, ça va créer de l'interaction, un réseau. Et forcément, OK, tout seul, on avance bien, mais à plusieurs, on avance plus vite. J'avais envie de passer cette phrase. Bien joué. Merci. Mais de façon plus concrète, comment les formations doivent être structurées? Donc là, Valérie va parler de structure. Voilà, oui. Merci Cyril pour cette belle démonstration des méthodologies pédagogiques. C'est gratuit. Ah ouais. Donc moi, je vais revenir effectivement sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre. Alors des moyens qui sont assez simples. Maintenant, on sait qu'on fait en tout cas, on crée des modules de plus en plus courts pour effectivement maintenir l'attention de l'apprenant. Hein. C'est des modules qui vont pas dépasser entre 10 et 15 minutes, 15 minutes maximum, hein, parce qu'effectivement, la formation est aussi sur les usages, comme n'importe on est sur les usages. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que le temps de concentration baisse de plus en plus. Hein. Notamment un livre de Bruno Patino nous disait qu'on a maintenant une mémoire de poisson rouge. Hein. On a une seconde. Hein, donc, effectivement, notre concentration baisse de plus en plus. Donc, effectivement, il faut créer des modules très courts, très rapides pour que l'information et l'engagement puissent avoir lieu. Aller à l'essentiel. Voilà, aller à l'essentiel. Les vidéos, donc on le remarque, hein, les vidéos, notamment sur YouTube, hein, les vidéos baissent de plus en plus. Hein, normalement, on est sur du 3 minutes, 3 à 5 minutes normalement. Donc effectivement, pareil, hein, sur les slides, on va être sur peu d'informations, 3-4 notions pour que l'apprenant apprenne bien. Mais ce qui est important aussi, ça va être de varier les formats, donc que ce soit des podcasts, de la vidéo, des classes virtuelles, tout ça aussi toujours dans un souci de consommation. On est habitué à consommer, on est habitué à aller vite. Faut changer, faut apprendre différemment, faut capter toujours l'attention de l'apprenant.
Donc, on le capte aussi en utilisant différents formats. Et puis, une chose très, très importante aussi, c'est effectivement, c'est le visuel. Hein. Je vais reprendre l'expression. Effectivement, un visuel vaut bien 100 mots. 1000 mots. 1000 mots, pardon. 1000 mots, tu as raison. Donc, effectivement, le visuel est très, très, très important. Là, je vais laisser Cédric rebondir Comme l'a là-dessus. dit Valérie, donc pour capter l'attention, quoi de mieux qu'un visuel. En fait, le cerveau humain, lui, il a tendance à retenir plus facilement quand il y a une image, quand il y a une vidéo, quelque chose. En tout cas, c'est mon cas, c'est pour ça que je préfère les BD aux romans. Voilà, c'est pour ça que dans vos formations, je parlais d'expert de contenu, c'est à ce moment-là aussi que l'expert de contenu va intervenir, c'est qu'il va devoir proposer les bonnes images au bon moment. Et une bonne image, c'est relatif à une bonne image, mais il peut y avoir plusieurs types d'images plus précisément. Là, je vous parlais de schémas, par exemple. Dans une formation, vous pouvez retrouver des schémas symboliques. Alors, les schémas symboliques vont demander à l'apprenant de connaître en amont le sujet, pour justement connaître la définition de ces symboles. Donc là, on a Pi et Peace and Love. Donc forcément, quelqu'un qui n'est pas Peace and Love, ne reconnaîtra pas qui ne reconnaîtra pas ce logo. Et quelqu'un qui n'aime pas les maths comme moi, bon, j'ai quand même été à l'école, donc je connais ce logo. Mais voilà, quelqu'un qui n'aime vraiment pas les maths, il va complètement oublier la définition de ce logo. Donc, qui est Pi pour ceux qui ont oublié. Donc, en gros, les schémas symboliques, on va plutôt les utiliser dans une formation vraiment ciblée. Parce qu'on sait à qui on s'adresse, un développeur par exemple, et donc il va savoir reconnaître tout de suite. Il y aura moins matière à l'interprétation. À côté des schémas symboliques, on va retrouver les schémas textuels, qui eux sont des… là aussi, il y aura un peu moins de matière à interprétation, donc on va donner un mot, donc PIS, pi, donc on sait de quoi on parle techniquement, mais il peut y avoir des variations. Par exemple, supposons que j'avais écrit dans cet exemple plutôt le mot succès. Le mot succès n'a pas forcément la même définition d'une personne à une autre. Par exemple, le mot succès peut être défini comme le succès familial, le fait d'avoir une famille, des enfants, etc. Alors qu'à côté, chez une autre personne, le mot succès peut être définition de réussite au boulot, etc. Donc, même là, aussi, si on utilise ces mots, lorsqu'on on se trouve dans une formation, on va dire, ciblée, plus ou moins ciblée en tout cas, où l'apprenant, en fait, il va interpréter le mot que vous lui avez mis en face plus ou moins de la bonne façon. Mais il existe un schéma dans lequel il y a normalement pas du tout matière d'interprétation, c'est le schéma figuratif qui est tout simplement le mélange d'images et de texte. Donc là, si je vous mets le schéma de pi avec écrit pi à côté, il n'y a pas à chipoter, c'est pi tout simplement. Et pareil, si je vous montre le logo PIS, etc., donc là, c'est PIS, il n'y a pas à chipoter. En fait, le schéma figuratif, c'est tout simplement le schéma que je vous conseille en tout cas de favoriser dans vos formations, car là, l'apprenant, il n'aura pas l'occasion d'interpréter en fait ce que vous voulez lui montrer, et ça lui permet en fait d'aller à l'essentiel et de comprendre tout de suite les notions que vous voulez lui faire apprendre. Bon, après, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut aussi laisser l'apprenant réfléchir, notamment avec les méthodes interrogatives, où il va essayer de deviner, on va dire, ce que vous voulez lui faire comprendre. Mais dans ce cas-là, ça signifie qu'il faut lui donner les bonnes réponses tout de suite derrière, pour pas qu'il se trompe de route, pour pas que son interprétation soit mauvaise à la fin de la formation. Vous savez quoi? Comme dirait PPDA dans les Guignols, sans transition, on va parler du social learning. Valérie, je te laisse. Okay, merci Cédric. Donc effectivement, on est parti des images symboliques. Et là, on va décliner, on va lier tout ça avec effectivement du social learning et de la coopération et de l'interaction. Parce qu'effectivement, c'est un levier extrêmement important pour engager ces apprenants. Donc, dans des formations, déjà, il faut réussir à avoir une plateforme qui a des forums, en tout cas avec lesquels on peut interagir. Sinon, on peut utiliser les réseaux sociaux. Hein. Là, ce qui va être le but, effectivement, c'est de faire réagir ces apprenants, de les faire dialoguer les uns avec les autres,
Donc, en amont de la formation, on conçoit toujours des activités ou des questions qu'on va leur poser pour qu'ils puissent se répondre soit entre eux, soit répondre à l'expert. Alors, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas quand interagir, quand intervenir, parce qu'on a remarqué effectivement que si l'expert intervient trop tôt, ça casse la discussion entre deux pairs. Donc, du coup, on essaye voilà, de voir comment ça se passe. Mais on essaye effectivement que la communauté, qu'il y ait une communauté d'apprenants qui se crée. Parce qu'effectivement, là-dessus, ça va être très, très important, non seulement pour votre formation et pour l'esprit aussi, l'esprit effectivement d'une communauté apprenante. Le but, c'est vraiment de mettre de l'humain en fait dans vos formations. De mettre de l'humain. L'humain, il peut se mettre de différentes façons, donc via la coopération. Donc là, même la coopération d'interaction, comment on va pouvoir intégrer de la coopération d'interaction. Il y a plusieurs moyens. Par exemple, lors d'un présentiel, tout à l'heure, je parlais de présentiel augmenté. Typiquement, ça peut être un moyen de coopération et d'interaction. Imaginez, vous êtes en présentiel, vous allez pouvoir utiliser les applications de quiz en direct, un peu comme Question pour un champion. Question proche, on va dire, où vous avez un écran avec des quiz et donc là, les apprenants vont pouvoir répondre avec leur smartphone. Donc, soit en équipe, soit chacun pour soi. Et donc, ça va créer vraiment de l'enthousiasme et de l'envie d'aller au bout, d'être le meilleur, tout simplement. Et en général. Pardon, on est encore sur de la pédagogie active. Tout à l'heure, on parlait effectivement de pédagogie par projet. Là, c'est différent, mais ça pareil, ça engage l'apprenant, il y a communication. Donc, il y a engagement, il y a interaction. Et quoi de plus actif qu'un jeu? En gros, pourquoi prôner aussi un système de gamification? Donc, ce n'est pas forcément évident à mettre en place, parce que parfois, ça peut demander des technologies, on va dire, que tout le monde n'a pas forcément à disposition. Mais ne serait-ce qu'un système de badge pour récompenser l'apprenant, on va dire, à la fin d'une formation et lui donner envie de faire la chasse au badge. Comme dans Pokémon, on affronte différents boss, différents maîtres pour obtenir plusieurs badges. Voilà, en gros, c'est donner envie à l'apprenant de parcourir l'ensemble des formations que vous pouvez lui proposer afin d'obtenir et de collectionner les badges. Il y a ceux qui collectionnent des cartes postales, il y a ceux qui vont collectionner des badges numériques, tout simplement. Et là, on sera sur de l'interactivité encore pure et dure. Ce mot va revenir très souvent et juste à la fin, je vais vous dire interactif. Je ne vais pas compter une fois, je l'ai dit, mais voilà. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Cyril. Effectivement, le système des badges, c'est très important pour valider des compétences. Ça donne effectivement, c'est effectivement ce qu'on appelle la gamification. C'est-à-dire qu'effectivement, on a envie d'aller au bout, on a envie de montrer qu'on sait, on a envie de partager aussi ces badges ou un système de points. Ou effectivement, un challenge aussi à relever. Dans les outils de gamification aussi, on peut utiliser un fil rouge, notamment un personnage qui revient à chaque fois et qui est une sorte de fil rouge que vous avez tout au long de votre formation. Voilà. Et donc, qui dit gamification, ou même pas forcément gamification, mais formation, en tous les cas, je parlais de récompenses. Donc, les badges peuvent être un système de récompense qui vont plus qui seront plus en accord, on va dire, avec le système de gamification. Mais dans tous les cas, gamification ou pas, il faut savoir récompenser vos apprenants. Parfois, ça peut être juste un petit mot à la fin de la formation. Voilà, félicitations, vous êtes allé au bout, etc. Et pour motiver encore plus l'apprenant, il faut qu'il puisse voir le système de score. Enfin, il faut qu'il ait un score, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il aura tendance, l'esprit humain, en général, pas forcément le cas pour tout le monde, mais en général, il veut faire mieux. Par exemple, celui qui aura obtenu à un quiz, je ne sais pas, 5 bonnes réponses sur 10, peut-être qu'il va vouloir recommencer le quiz en question pour avoir 100, 8, enfin, voilà, pour avoir un meilleur score, tout simplement. Donc, il faut qu'il y ait un système de progression. Des apprenants ont levé la main. On va répondre à vos questions à la fin du webinaire. Ne vous inquiétez pas. Donc, il faut qu'il y ait un système de progression
tout simplement, que l'apprenant puisse voir justement son évolution dans la formation. La progression peut se faire soit au niveau d'une formation ou au niveau de plusieurs formations, ou par exemple, si je reprends le cas de plusieurs formations, il y aura donc le niveau de la formation va s'élever au fur et à mesure, et l'apprenant, il doit sentir qu'il a évolué, tout simplement. Voilà, ouais. Ça lui permet aussi de se repérer dans la formation où est-ce qu'il en est aussi, quelles sont les compétences qu'il a acquis. Hein. Sinon, c'est le laisser un petit peu comme ça. C'est dommage. Et pour terminer, sur le système de progression et de récompense, il y a aussi un truc important, effectivement, qui est la certification. Effectivement, obtenir une certification à la fin de son parcours, effectivement important. C'est aussi un moteur d'engagement. Ça permet effectivement aussi de le mettre sur LinkedIn, de le valider. Souvent, après, des fois, plusieurs badges, on gagne une certification. Après, tout dépend effectivement de la construction de la plateforme. Toutes les plateformes ne délivrent pas des badges et toutes les plateformes ne délivrent pas des certifications non plus. Donc, à voir effectivement comment mettre ça en œuvre dans votre entreprise. Voilà, là encore, on est sur on va dire, de la récompense, tout simplement. Il faut donner une contrepartie aux apprenants, ne pas juste leur imposer, enfin imposer, j'aime pas trop ce mot, mais en gros, ne pas juste leur dire, voilà, faites cette formation et c'est tout. Le feedback. Voilà. En gros, autant au début, j'ai dit qu'il fallait que l'apprenant puisse participer à la conception de la formation, mais il doit aussi participer à l'amélioration des formations. Donc, après chaque formation, oui, en tout cas selon les clients qu'on a, en tout cas, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent un système de feedback à la fin pour justement jauger à la qualité de ce qu'ils proposent. Et donc ça, c'est très bien. Ça va permettre aux concepteurs, mais aussi à l'expert de contenu, d'améliorer de façon continue ce qu'ils vont proposer, exactement, les formations, et faire en sorte que ça réponde de plus en plus aux besoins des apprenants, aux attentes des apprenants. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas lésigner. C'est très important. En fait, vous placez l'apprenant non seulement au cœur de la conception, mais aussi, en fait, ça reste de la conception, parce que même à la fin, quand vous demandez des avis, c'est pour mieux concevoir après. Ouais. Donc, voilà. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Cédric. Le feedback, c'est super important parce qu'effectivement, ça replace l'apprenant, ça la responsabilise. Donc souvent, c'est des quiz qui lui demandent, mais ce qui est aussi très important aussi, c'est de faire des retours par rapport effectivement à ces feedbacks. Donc effectivement, des améliorations, mais aussi qu'on sache, que l'apprenant sache aussi, il a répondu à une certaine thématique, qu'il sache aussi quels sont les niveaux aussi. Donc voilà, nous on va finir en fait sur les sur les points clés, voilà, qui reviennent le plus, qui sont revenus le plus pendant ce webinaire. Donc forcément, nous voilà, j'ai parlé de conception dès le début, j'ai parlé de conception à la fin. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment placer l'homme, voilà, l'homme avec le grand H, au centre de la formation, car personne n'a la science infuse. Il ne suffit pas de se dire, voilà, je vais faire une formation sur tel sujet et ils vont le faire, tant pis. Non, il faut vraiment leur dire. Et puis c'est l'apprenant qui détient la clé, c'est lui-même qui fera la formation, c'est lui-même qui est acteur de sa formation. Donc effectivement, c'est aussi un moyen de le mettre au cœur et au projet. Et de lui donner envie. Et déjà, ne serait-ce que concevoir avec l'apprenant, c'est déjà un début d'interaction, premièrement. Et l'interaction, donc, comme on l'a vu, elle peut se faire sous plusieurs formes. Donc oui, c'est déjà une interaction. Les forums, voilà, tout ce qui est social learning, c'est de l'interaction. Et le monde est de plus en plus friand de l'interaction. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour ceux qui ne le font pas en tout cas. C'est pas forcément évident à mettre en place, mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne. Voilà, on engage aussi par le mouvement. Donc effectivement, par le challenge, les interactions, c'est comme ça qu'on engage les personnes. Si c'est juste pour regarder un PowerPoint ou une vidéo, on n'engage pas les gens. Donc effectivement, les interactions, ce qu'on a dit tout au long du webinaire, c'est aussi une des clés. Tout à fait. Et enfin, les derniers mots-clés, donc suivi et communication. Voilà. Voilà, à bien intégrer dans une stratégie de communication. Tout à fait.
Sinon aussi, la formation ne sert à rien. Exactement. En tout cas, on espère que ce webinaire vous a plu, que vous aurez appris beaucoup de choses. Maintenant, on peut passer à une session de questions-réponses. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à taper dans la conversation, dans la fenêtre de conversation. Si on n'a pas le temps, on vous répondra par mail à la fin, mais en tout cas, n'hésitez pas. Avez-vous des questions? Ça fluctue parfois. Non, ça, c'est le problème. Ouais. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Je me sens un peu seul. Mais non, t'es avec moi. Mais non. Est-ce que le numérique ne nuit pas à l'engagement finalement? Je me pose cette question. Une petite réponse, je veux dire. Non, le numérique ne nuit pas. Effectivement, maintenant, bon, on s'aperçoit effectivement qu'il y a de plus en plus de formations en blended learning où effectivement on rajoute un petit peu du présentiel, mais c'est plutôt complémentaire. Hein, c'est plutôt complémentaire et le numérique apporte autre chose. Et puis effectivement, c'est une manière aussi de se former n'importe quand, n'importe où, à moindre frais aussi. Donc, c'est quand même quelque chose de… Enfin, moi, je le verrais comme quelque chose de très positif. En fait, le numérique peut, on va dire, augmenter la qualité d'un présentiel. Justement, je parlais de présentiel augmenté tout à l'heure. C'est quelque chose qui, justement, permet d'augmenter en fait, la qualité de la formation. On va rester quand même sur quelque chose d'humain pendant le présentiel, donc présentiel classique, donc, qui demande la présence des personnes. Mais on va agrémenter tout cela de nouvelles technologies qui vont permettre aux apprenants de se challenger, par exemple, tout simplement. C'est porter un plus. Et comme formation. Non, vas-y, tout pour moi. Et comme l'a dit Stéphanie Lyra, donc justement, donc le numérique permet d'être asynchrone au rythme de chacun. C'est exactement ça. Justement, ça va permettre à chaque personne d'avoir son propre rythme sous la formation. Donc là, on est carrément en fait dans la personnalisation, une certaine personnalisation de parcours où on n'est pas comme dans une classe de cours où le prof fait son cours, il y a ceux qui suivent et ceux qui n'arrivent pas à suivre. Donc là, chaque personne peut aller à son rythme. On n'a pas tous le même rythme. Moi, je suis très lent. Et voilà, et on n'apprend pas tous de la même façon. Donc, ouais, le numérique permet justement à chaque personne d'apprendre à son niveau. Voilà, comme tu dis, à son rythme, et puis aussi, s'il va prendre chez lui le soir tard, dans les transports en commun, ça aussi, c'est l'amélioration. Hein. Tout à fait. Alors, quels sont les outils? De rien, Marie. Alors, question de Stéphanie. Quels sont les outils auteurs, excuse-moi, ou digitaux que vous conseillez pour créer du contenu engageant? Alors, toi qui es sur les outils, je te laisse. Alors, les outils, il y en a plein d'outils. Il y en a plein. Bon. Pour ma part, je vous dirais. Tout bête. Déjà, premièrement. Voilà, l'utilisation des forums. Hein, déjà. Des réseaux sociaux, comme on disait. Ensuite, des outils engageants. D'être sur une plateforme, effectivement, qui permet ça. Alors, moi, j'ai travaillé avec deux outils. Camtasia, oui. Oui, Camtasia, très bien. J'ai travaillé avec deux outils quand j'étais ingénieur pédagogique, qui s'appelait Genially ou Powtoon, qui me permettait justement de créer du contenu dynamique, justement qui agrémentait en fait visuellement, ne serait-ce que ça, c'est déjà bien, visuellement mes formations. Donc, il n'y avait pas juste du texte, il y avait des images dynamiques, il y avait des animations à gauche, à droite, etc. Genially, par exemple, me permettait de créer des quiz. C'est avec Genially, par exemple, que j'ai créé une sorte de gamification, on va dire, où je demandais aux salariés de mon entreprise de se faire passer pour un hacker
tout simplement, afin d'essayer d'attaquer. On va vous écrire Attendez, les programmes. on va répondre à cette question. Donc, en gros, c'est avec Geniali que j'ai pu créer une formation en gamification. Il y a un système en fait de questions-réponses où chaque réponse a une conséquence et en fonction de ce que l'on donne, on est redirigé ou pas vers la suite de la formation. Sinon, pour les taux de complétion qui sont bas aussi avec les MOOC, hein, oui, effectivement, on sait qu'il y a 10% de taux de complétion. Le maximum, donc c'est Bertie qui nous pose cette question. Effectivement, c'est essayer de… Alors là, c'est très différent d'une formation qui est en entreprise, parce qu'effectivement, une formation type MOOC qui est gratuite, hein, il y a le mot gratuité dedans, donc tout le monde peut s'inscrire à 20 MOOC en même temps. Donc, c'est à l'apprenant aussi de savoir exactement s'il a envie d'aller au bout de cette formation. Après, les outils qu'on peut utiliser, effectivement, c'est pareil, c'est les forums, c'est essayer de demander aux personnes de se présenter. À un moment, c'était très à la mode aussi d'avoir des cartes géographiques, de leur demander où est-ce qu'ils habitaient sur la carte. Ça permettait de se repérer. À un moment aussi, on a créé aussi des points de rendez-vous physiques, hein, pour que les personnes aussi se voient à la fin d'une formation. Et puis, comme je disais, c'est des forums avec des questions qui sont plus importantes, selon moi. Très bien. Pour une question de Mélissa, conseillez-vous de fournir un support pédagogique téléchargeable? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que là encore, on peut se retrouver en face de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique, mais qui ont quand même besoin du numérique. Donc pour cela, c'est un peu paradoxal, on va peut-être leur donner un support pédagogique téléchargeable qu'ils vont imprimer pour pouvoir utiliser le produit numérique. Voilà, s'il faut s'adapter encore une fois à sa cible, à sa cible, en lui donnant le support adéquat à son niveau de connaissance, à son niveau, à son attrait au numérique, tout simplement. Donc, oui, je vous conseille de proposer des supports téléchargeables. L'écrit, c'est ce qui permet de mémoriser aussi. L'écrit est toujours important. Donc, le support, ça peut être tout simplement votre presse, hein, un PPT, on va dire détaillé quand même, ou un PDF, peut-être sous forme de tutoriel, ou avec des captures écran, cliquez ici, etc. Voilà. Avez-vous été formé à l'ingénierie, donc question de Stéphanie à nouveau, avez-vous été formé à l'ingénierie pédagogique en e-learning et si oui, quel format conseillez-vous? Alors, moi j'ai un master effectivement d'ingénierie pédagogique avec l'université de Lille 1. Donc, je recommande, mais j'habite à Rennes aussi. Il y a un très bon master aussi à Rennes. Je sais que celui de Poitiers est pas mal aussi. Il y en a beaucoup. Enfin, les universités en créent beaucoup. Après, il y a des fois des formats plus courts aussi, qui ne sont pas délivrés par les universités, mais par des organismes de formation. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Moi, je n'ai pas été formé à l'ingénierie pédagogique, parce que j'ai un parcours, j'ai essentiellement… Non, pas du tout. Non, en gros, j'ai surtout fait mes plus longues années d'études dans le design, où déjà, en fait, dans le design, il y a déjà la notion d'humaniste où on met la cible au cœur de sa conception. Donc déjà, ça, c'est des choses qui m'ont permis, on va dire, de m'intégrer plus facilement dans le secteur de l'ingénierie pédagogique. Techniquement, en fait, j'ai travaillé que pendant un an en tant qu'ingénieur pédagogique. J'ai appris sur le tas, mais tout ce que j'ai pu apprendre dans mes études de design, à savoir le fait de se mettre à la place de l'acheteur ou à la place du client, etc., tout ça, ça rentre en compte. Et en gros, l'ingénierie pédagogique, c'est surtout en fait une façon de penser, à savoir vouloir aider les autres, on va dire, vouloir leur faire apprendre des choses et savoir avoir de l'empathie et savoir se mettre à la place de l'autre. Voilà. Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Voilà, tu mets dans la transmission aussi. Ouais. Hein. Dans la transmission. C'est beau ce que j'ai dit. Est-ce préférable? Est-ce qu'il est différents, même s'ils ne sont pas super finalisés, sophistiqués. Moi, je dirais que c'est en faisant qu'on apprend. Donc, de se lancer.
se lancer. Après, ça dépend si on veut vendre des formations, si on les fait comme ça. Mais moi, je dirais de se lancer, même si ce n'est pas finalisé, parce qu'en général, on fait mieux que ce qu'on pense qu'on va faire. C'est humanisé. Bon, oui, c'est toujours bien d'utiliser plusieurs formats différents au cours d'une seule formation, car le cerveau, en fait, là encore, il va surchauffer un peu plus. Enfin, non, surchauffer. Il va chauffer un peu plus, pardon. Justement, en se disant, oh là, c'est plus une vidéo, là, c'est une image. Donc là, peut-être que mon cerveau, je dois réanalyser, pardon, ce que j'ai en train de voir. Ouais. Même pour vous, Sophie, effectivement, c'est aussi un moyen de se former aussi et d'apprendre aussi plein de choses. Et effectivement, c'est toujours en ce qu'on a dit, doing by learning. Donc, c'est dans learning by doing, n'importe quoi. Donc, c'est effectivement en faisant qu'on apprend. Et donc, il ne faut pas avoir peur à utiliser effectivement différents formats. Et en formation continue, connaissez-vous des formations courtes et efficaces? Alors, l'ISPF, je crois que c'est un organisme de formation à Nantes qui propose des formations courtes. Aller regarder, mais sinon, en tapotant sur Internet, je pense qu'on doit trouver des formations courtes. Ok. Voilà. Bon. On a encore un peu de temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Ah ben voilà, merci à la formation. Aussi, voilà. Effectivement, les formations universitaires sont souvent longues. Eh ben de rien, Stéphanie. De rien, Sophie. De rien, tout le monde. Merci à vous. Bon, en tout cas, merci voilà, d'avoir été là avec nous. Voilà. J'étais ravie de partager d'avoir été indulgent aussi. Oui, merci pour votre indulgence aussi. Et voilà. Donc à une prochaine fois. Tout à fait. Ce webinaire, donc, il y aura un replay. Donc, si vous voulez revenir dessus, vous pourrez directement consulter le replay si vous avez envie de voir une belle vidéo, par exemple. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.